Je vais commencer par un exercice que je n'aime pas tellement faire et que j'ai soigneusement évité jusqu'à présent. Mais je crois qu'il est temps que je passe par là aussi. C'est de me présenter. De me présenter et surtout, c'est pas tant dire comment je m'appelle, etc. Ça, je sais bien faire, ça va, c'est pas le problème. Mais c'est surtout pour vous expliquer la suite, pour que vous compreniez bien la suite, pour vous expliquer, je dirais, d'où je viens, pour vous dire d'où je viens et du coup, comment je me suis retrouvé à faire cette démarche et à comprendre certaines choses. Je pense que c'est indispensable que je vous dise ce que j'ai pu traverser dans mon existence. Et ça va être un peu un scoop parce que je n'en parle jamais. La première chose qui me paraît importante pour apprécier ce que j'ai fait par la suite, c'est que jusqu'à l'âge de 18, 19 ans, et même un petit peu plus tard, je ne comprenais absolument rien quand on m'expliquait quelque chose. À l'école, c'est très embêtant. Quand je dis que je ne comprenais rien, c'est vraiment que dès qu'on faisait appel à mon intellect, eh bien, il était aux abonnés absents, il n'y avait rien qui se passait. Ça se brouillait, je ne comprenais pas. C'était un peu pénible, parce qu'évidemment, scolairement, c'était assez insupportable. J'avais la chance quand même de ne pas être trop embêté, parce que je savais faire quelque chose. C'était avec les mathématiques. À ça, les maths, quand il y avait un problème qui était posé, je connaissais la réponse. Alors je ne savais absolument pas du tout comment j'arrivais à la réponse. Mais je connaissais la réponse. Donc, bon, à l'époque, mon époque, quand on était bon en maths, ça allait. On ne nous embêtait pas par ailleurs. C'était mon cas. Comme on ne demandait pas à cette époque-là comment on arrivait au résultat, ça n'intéressait pas grand monde finalement, eh bien tout allait bien. Donc j'arrivais à peu près à suivre un cursus scolaire, sauf que j'arrivais parce que je passais de classe en classe, mais je ne comprenais rien du tout. Et à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté parce que c'était insupportable. C'était intenable. Et j'ai continué comme ça à faire ce que je pouvais. J'ai commencé à faire des petits boulots, ce que je pouvais faire sans trop d'apprentissage, parce que sorti de l'école, il fallait encore apprendre à faire des petits boulots. Alors j'ai été vers des choses extrêmement concrètes. Et en me demandant bien ce que j'allais devenir. Ça a été aggravé, ça a pris une tournure encore plus dramatique sur le coup des 13 ans et demi, 14 ans, où avec un accident de sport, j'ai perdu un œil. Et à l'époque, ce qui aurait été juste une journée d'hôpital avec du laser, etc. aujourd'hui, ça a pris des proportions qui n'en finissaient plus. C'est-à-dire, comme la rétine était complètement décollée, puisque c'était un décollement de la rétine, eh bien, il m'a fallu rester 9 mois dans le noir, dont 6 mois sans bouger la tête, et les yeux complètement bandés. Ça développe certaines facultés. Ça, c'est évident. Et je pense que beaucoup de choses vers lesquelles j'ai pu aller très spontanément, très naturellement, elles viennent aussi de ça. Alors bizarrement, je vous rassure tout de suite, j'en garde absolument pas du tout un souvenir ni douloureux, ni problématique. Ça a été une période de ma vie qui a été plutôt heureuse, ces 9 mois. Donc je vous dis pas ça pour plomber l'atmosphère, mais juste pour vous dire par quoi je suis passé.
Et puis effectivement, quand je suis arrivé à 18-19 ans, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie là? C'est très mal engagé pour toi, c'est très très mal parti pour toi. Tout le monde arrive à apprendre un minimum, et qu'est-ce qui se passe avec toi? J'avais pas un environnement qui pouvait me permettre, sur lequel je pouvais m'appuyer, qui pouvait me permettre d'aller voir des spécialistes, des personnes comme ça. Donc j'étais un peu démuni, j'étais tout seul face à ça. Et puis en plus, un tout seul que j'essayais de masquer énormément. C'est-à-dire que dans mon rapport avec l'extérieur, évidemment, je ne racontais pas mon histoire, j'essayais au contraire de faire celui qui comprenait. Ça n'incitait pas les gens à me venir en aide. J'ai commencé à réfléchir c'est le cas de le dire, à qu'est-ce que je pouvais faire pour comprendre toutes ces choses qui étaient pourtant simples pour tout le monde. Enfin, à peu près tout le monde, en tout cas. Et puis j'ai commencé à inventer des choses. Notamment avec ce qui m'était facile, c'est-à-dire ressentir à travers le corps. Me mettre en sensation physique. Et puis avec les émotions. Ça, je connaissais bien tout ça. Donc j'ai essayé des choses. Et puis effectivement, à travers ces choses-là, eh bien, j'ai vraiment réussi, en rentrant complètement par un autre circuit, par un autre parcours, à commencer à pouvoir lire. Parce que je dois vous dire que à 18 ans, je n'avais jamais été plus loin que la première page d'un livre. Voilà. Petit à petit, patiemment, j'ai pu commencer à lire un peu plus qu'une page. J'ai pu commencer à lire un livre. Et puis à comprendre mieux les choses, en me mettant à la place des choses, sensoriellement. Puis j'ai commencé à développer toute une façon d'approcher mon environnement. Et puis ce qui est devenu rigolo, c'est que ça commençait à bien fonctionner pour moi. Et puis je me suis vite rendu compte que je pouvais aider des personnes qui étaient dans les mêmes types de difficultés que moi. Je leur expliquais comment je m'y prenais, comment je faisais, et puis ils essayaient les mêmes choses, et ça marchait aussi pour eux. Et de quelqu'un qui était vraiment incapable d'apprendre quoi que ce soit, je suis devenu un passionné d'apprentissage. En l'espace de 2-3 ans, ça m'occupait tout le temps. En trouvant plein de choses, surtout que je commençais à pouvoir lire, donc à pouvoir aller chercher de la connaissance un peu ailleurs, ça a été une époque extraordinaire pour moi. Une ouverture formidable qui m'a vraiment permis de continuer à façonner un petit peu ma façon de percevoir, de comprendre, de vivre ce qui m'entourait, et puis les autres aussi, et de partager ça. Et de plus en plus d'aider d'autres personnes à travers ça. Et puis les choses se sont faites assez naturellement dans le travail que je faisais, dans les différents dans mes différents métiers, dans ce que j'ai pu faire. C'est évident que cette place d'apprentissage a toujours tenu une place importante et de plus en plus importante. Et puis j'étais valorisé avec ça. Parce que dès que quelqu'un ne savait pas trop comment s'y prendre, hop, on me l'envoyait et c'est moi qui apprenais. Ça devenait de plus en plus passionnant. Et puis ça s'est répandu petit à petit. Et je suis devenu naturellement quelqu'un à qui on s'est adressé pour apprendre. Et c'est devenu mon métier. Et un métier que j'ai mis à profit avec toute la particularité que j'ai pu développer, c'est-à-dire non pas en me servant de l'intellect dans l'apprentissage, mais en me servant de
de ce qu'on pourrait appeler la mémoire inconsciente, la mémoire du corps, la mémoire des émotions. Et puis, je suis devenu un peu un spécialiste de cette chose-là. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours, qui est resté en moi jusqu'à ce moment-là, c'est le fait de se retrouver en blocage d'apprentissage, ce que j'ai vécu pendant si longtemps, et de voir des personnes qui se retrouvaient exactement dans le même état que moi, et sans pouvoir les aider vraiment, pour certaines. Parce que le blocage, il était émotionnel, et que sur certaines choses, la pédagogie n'était pas suffisante. Comment faire avec ces personnes qui se retrouvaient arrêtées dans leur capacité d'apprendre comme ça, momentanément, ponctuellement? Ça commençait aussi à m'intriguer, et c'est là où j'ai cherché des solutions qui soient des réponses à cette émotion qui est arrêtée, bloquée, figée, à travers ce que je savais faire. De toute façon, mon savoir, il est résolument dans le sensoriel, dans l'émotionnel. Donc j'ai cherché dans cette direction. Et puis un jour, eh bien, j'ai réussi à ouvrir une petite porte dérobée comme ça, qui semblait vraiment intéressante. Et effectivement, d'emblée, j'ai pu venir en aide aux personnes qui étaient bloquées sur le moment, qui se retrouvaient démunies par rapport à faire fonctionner leur intellect. Ah, super. Donc j'ai expérimenté. Mais ça, c'était... Moi, j'avais trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire ce qui concernait mon métier dans l'apprentissage. Donc pendant 4-5 ans, j'ai utilisé ça uniquement pour de l'apprentissage, pour des blocages d'apprentissage. Et puis, finalement, j'ai bien compris, au bout de tout ce temps-là, que ce n'était pas juste ça, que cette petite porte, elle conduisait dans plein d'autres endroits. Et notamment tout ce qui est phobie, état dépressif, waouh, inhibition, perte de moyens, agressivité, angoisse, panique, etc. Tout ce qui, partout où se retrouvait de l'émotionnel, eh bien, ce petit protocole tout simple que j'avais mis en place pour les blocages d'apprentissage, eh il faisait exactement la même chose. C'est-à-dire que quand quelqu'un se retrouvait en difficulté, quelle qu'elle soit, en colère, en inhibition pour l'apprentissage ou pour d'autres choses, pour la prise de parole en public, pour toutes ces choses-là, je leur demandais « Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ?» Ils me décrivaient ce qui se passait dans leur corps. Je leur demandais de laisser évoluer ça. Ils laissaient évoluer et au bout de, pour certains, très rapidement, 5-10 secondes, pour d'autres, un petit peu plus longtemps, au maximum 2 minutes, 2 minutes 30, c'est vraiment le maximum que l'on peut observer. Mais en général, quand c'est en situation, sur le moment, c'est beaucoup moins que ça. La moyenne, c'est effectivement 45 secondes, pour donner un chiffre comme ça. Au bout de 45 secondes, voilà, ils étaient tranquilles. Et on pouvait reprendre l'apprentissage. Au bout de 45 secondes, non seulement ils n'étaient plus en colère, mais ce qui les mettait systématiquement en colère ne les mettait plus en colère. Au bout de 45 secondes en moyenne, toutes les inhibitions, toutes les angoisses se retrouvaient complètement comme dissoutes d'une certaine manière. Alors c'est le mot que j'employais à l'époque, je ne l'emploie plus du tout maintenant. J'y reviendrai par la suite. Beaucoup plus interpellant, les personnes en état dépressif, ça faisait exactement les mêmes choses. Là, c'était radicalement inconcevable
quand j'ai commencé à parler de ça, c'était pas recevable pour personne. Et pour ceux qui ne sont pas du tout habitués à mon travail dans cette salle, je pense que c'est la même réaction encore aujourd'hui. Bon, pour les phobies, les diverses émotions, d'accord. État dépressif, il ne faut pas exagérer. Et pourtant, si. Mais en parler, c'était vraiment très compliqué. Donc j'ai décidé de faire une étude pour valider ce travail. Pour faire en sorte que sur une étude, sur un grand nombre de cas, je l'ai fait sur à peu près 300 cas, ça m'a pris 4 ans, j'ai pris mon temps pour le faire. J'ai voulu montrer que, en prenant une démarche tout à fait scientifique, c'est-à-dire que, effectivement, les personnes étaient des personnes volontaires, les séances ont toutes été enregistrées, il y a eu des retours qui ont été espacés, les retours les plus lointains étaient sur 1 an, à la suite des séances. L'étude a bien montré, validé qu'effectivement, eh bien, ça se passait toujours de la même façon. Il y a eu quelques petits écueils, et notamment l'étude a porté exactement sur 278 personnes, et il y a 7 personnes qui n'ont pas abouti à l'époque. Et c'est bien compréhensible, parce que une des difficultés que j'ai eues pour faire cette étude, ça a été de passer sur le moment, quand la personne est en émotion, en perturbation émotionnelle, en trouble émotionnel, à une étude en différé, c'est-à-dire quand elle ne l'est plus, à partir d'un moment où elle ne l'est pas. Parce que faire une étude sur du en situation, je me suis posé 10 000 questions pour le faire, mais je n'ai pas réussi à trouver la solution. Parce que être là avec un micro au moment où la personne se trouve en perturbation et puis lui demander l'autorisation de faire une étude, etc., c'est un peu compliqué. Donc, il me fallait trouver une autre façon de faire. C'est là que j'ai réfléchi à comment, on va dire, remettre les personnes comme si elles étaient en situation, à partir de leur expérience passée. J'ai mis en place un protocole qui, au début, a été un peu balbutiant, et c'est ces balbutiements-là qui ont fait que, effectivement, il y a eu quelques loupés, mais enfin, 7 personnes sur 278, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai que l'étude a vraiment clairement mis en évidence que ça se passait comme ça. C'est le livre qui s'appelle Tipeee, qui retrace toute l'étude que j'ai menée. Et c'est ce livre que j'étais venu présenter il y a maintenant 7-8 ans ici. C'est lui qui a donné lieu aux premières communications donc, sur le sujet. Il n'a pas fait que ça. Parce que cette étude, pour moi, elle a été extraordinaire. Ça a été une occasion incroyable de faire une plongée là où je ne m'attendais absolument pas du tout à faire une plongée. Pour moi, je voulais juste valider que dans tous les cas de figure, voilà, quand on utilisait cette petite porte dérobée, eh bien, ma foi, il se passait toujours le même résultat. Et que ce résultat était juste incroyable, et d'autant plus incroyable que ça ne revenait pas par la suite. La difficulté de la personne, évidemment. Non, ce que ça m'a permis de comprendre, de commencer à comprendre, c'est que ce que revivaient les personnes, enfin, ça, à l'époque, là aussi, je ne disais pas ce qu'elles revivaient parce que je savais absolument pas ce qui se passait, donc je ne pouvais pas parler de revivre. Mais ce que vivaient les personnes, à ce moment-là, en fin de compte, elles me donnaient des
des indications sensorielles, puisque je leur demandais qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Elles me disaient. Avec le premier protocole que j'avais mis en place, elles me donnaient aussi des images, ce qui rendait plus long le protocole, plus long la séance, mais qui apportait pas mal d'informations. Et les personnes me donnaient plein de choses. Et c'était, au début, je ne vous cache pas que tout ce qu'elles me donnaient comme information, je trouvais ça très créatif, très inventif. Mais pour moi, c'était de l'imagination pure et simple. Ça semblait souvent parler de naissance, mais je me disais, ça c'est à la mode en ce moment, bon, mais j'y attachais pas d'importance particulière. Jusqu'au moment où quand même ça revenait très régulièrement, il y avait des descriptions qui revenaient très très régulièrement. D'autant plus que selon les pathologies émotionnelles avec lesquelles les personnes venaient me voir, ça se retrouvait être à peu près toujours la même configuration de ressenti. Il se passait à peu près toujours la même chose dans l'évolution de leurs sensations. Ça, c'était déjà étrange. Mais en plus, ils me racontaient, par exemple, qu'ils étaient entourés de matières spongieuses, visqueuses qui se collaient à eux, qui leur obstruaient la bouche, le nez, qui étaient très corrosives, très acides, et que cette espèce de matière, là, comme ça, allait les tuer, quoi. Bon, une personne qui vous raconte ça, ok, vous dites, ma foi, bon, après tout, pourquoi pas. Quand vous en êtes à la 50e, vous dites là, il y a quelque chose de bizarre quand même. Ils ont vu tous le même film ou quoi? Qu'est-ce qui c'est quoi cette histoire? Donc j'ai décidé, à un moment donné, de m'intéresser un petit peu plus quand même à ce qu'ils racontaient, à ce que les personnes racontaient pendant les séances. Ça parlait beaucoup apparemment de choses qui sont à la naissance et avant la naissance peut-être. J'ai été en premier regardé dans un livre d'obstétrique. Le premier qui m'est tombé sous la main, c'était un manuel pour étudiants. Et là, j'étais sidéré. Parce que tout était là. Toutes les descriptions, je les retrouvais dans ce manuel. Après, j'ai été voir des obstétriciens. Pour certains, je leur ai fait écouter mes enregistrements. Ils m'ont dit, mais c'est complètement fou. C'est exactement la description d'épisodes qui se passent avant la naissance ou à la naissance. Waouh! Oh, j'ai repris tous mes enregistrements, j'ai réécouté ça. Là, d'un seul coup, j'ai pris ça au sérieux. Et puis j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se recoupait avec telle pathologie, telle autre, de voir en regard les événements qui avaient pu se passer. Et c'était d'une logique, d'une lecture incroyablement simple. Pour vous partager un petit peu plus ça, allez, je vais prendre deux exemples. Un qui concerne la claustrophobie. Sur la claustrophobie, j'ai vu plusieurs possibilités d'origine de claustrophobie, mais la principale, c'est de se retrouver coincé à la naissance, à ne pas pouvoir sortir, et à être coincé dans le passage ultime avant de se retrouver libéré. Et de ne pas pouvoir sortir, tout simplement parce que un cordon ombilical emmêlé, souvent le bébé emmêlé dans son cordon ombilical, et le cordon ombilical est trop court.
Et il y a la naissance qui est là, qui est forte, qui est puissante, avec tout qui amène l'enfant à aller vers l'extérieur. Et puis lui, plus ça va vers l'extérieur, plus son cordon ombilical, il est étiré. Ça tire sur le ventre, puisqu'il y a une attache, ici, bien sûr. Et il n'a plus d'oxygène. Il n'a plus d'oxygène qui arrive, plus suffisamment en tout cas, voire plus du tout, à un moment donné. Et quasiment à tous les coups, il perd conscience. Alors c'est pas trop mal fait comme ça fonctionne. Parce que dès qu'il perd conscience, eh bien, il se détend, il se ramollit complètement, et c'est ce qui, la plupart du temps, va le sauver, va faire qu'il va finir par sortir. C'est ce qui fait que, dans beaucoup de naissances, l'enfant, quand il naît, n'est pas conscient. Il a perdu connaissance à ce moment-là. Mais cette perte de connaissance lui a permis finalement de pouvoir sortir, de pouvoir être récupéré, d'arrêter d'être hyper tendu. Bon, celui-là, il s'en est sorti, mais les séquelles, c'est juste que à chaque fois qu'il se retrouve, ou qu'il risque de se retrouver dans un endroit où c'est trop petit, où c'est trop sombre, aussi, puisqu'avant il était dans un univers qui était plutôt éclairé, l'énergie, elle circule suffisamment dans le placenta, dans le ventre de la maman, pour que le fœtus ait un éclairage. Là, d'un seul coup, il n'a plus du tout ça. Donc tout ce qui est sombre, tout ce qui est étroit, et tout ce qui risque d'emprisonner, eh bien, quand il va retomber là-dessus, par la suite, c'est pas gérable pour lui. C'est panique complète. Personne ne sait pourquoi, lui non plus. Mais en tout cas, dès qu'il se retrouve en contact avec une situation susceptible de remettre ça en marche, c'est la panique. Ça peut conduire aussi, d'ailleurs, par extension, à un manque de confiance en soi qui est puissant. Parce que il y a la volonté de faire quelque chose et il y a l'impossibilité de le faire. Et il y a surtout à chaque fois qu'il y a une occasion qui va se représenter, je dirais presque un passage obligé, je ne vais pas y arriver. Ça va mal se passer. Pour aller plus loin, à l'intérieur du prénatal, je vais prendre un autre exemple, je vais prendre l'état dépressif. Ce que les gens vivent quand ils partent d'un épisode aigu de dépression, comme point de départ, en s'appuyant là-dessus, ce qu'ils vivent systématiquement, toujours, c'est j'ai une fuite d'énergie au niveau du ventre. Certains vont parler de se vider de leur sang, d'autres vont parler juste de l'énergie qui s'en va, ou de liquide qui se met à sortir du ventre. Également, le cœur qui se rétrécit beaucoup, qui devient dur, très, très dense, comme une pierre. Et puis de l'asphyxie. Ça, il peut y avoir plein d'autres sensations, mais ces trois sensations-là, on va systématiquement les retrouver avec une personne qui, partant à partir d'une situation d'état dépressif, va se retrouver à vivre ces sensations qui vont évoluer. Et ce qu'elles
est en train de vivre à ce moment-là, de revivre à ce moment-là, parce que là j'ai bien commencé à comprendre qu'il s'agissait de revivre pour elle, c'est que elle se retrouve directement dans cet épisode qui s'est passé pour elle avec la perte d'un jumeau non viable. Et pas n'importe quel jumeau non viable, pas un jumeau dans une poche séparée, mais dans la même poche. À vos souhaits. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est bien connu en obstétrique, c'est un phénomène qui est extrêmement bien connu. Je ne sais pas pourquoi il a été autant étudié, mais en tout cas, c'est l'un des sans doute qui a été les plus étudiés. Ça correspond à un reflux sanguin quand un jumeau, monozygote donc, dans la même poche, qui est non viable, meurt, eh bien, toutes les ramifications sanguines qui existent entre les deux jumeaux vont conduire à ce qu'il y ait un reflux du sang de celui qui est destiné à vivre, qui va d'un seul coup partir, et partir par le cordon ombilical, puisque c'est par ce cordon qu'effectivement il y a une liaison sanguine qui est faite. Ce reflux sanguin, il donne quasiment à tous les coups lieu d'une perte de connaissance par asphyxie. Effectivement, le cœur qui se serre, l'asphyxie, et puis cette sensation de perdre de l'énergie, de perdre du sang par le ventre, qui est très curieuse pour nous, humains, par la suite, évidemment. Eh bien, dès que la personne a revécu ça y est, elle retrouve son état de sérénité, je dirais. Et puis elle va en avoir fini avec son état dépressif. Alors je dois quand même ajouter, pour que ça soit bien clair, parce que ça, dans toute notre culture occidentale, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, le problème de la dépression, c'est que c'est devenu une vraie poubelle. On y met absolument tout. Quand quelqu'un se retrouve en état dépressif, tout ce qui se passe dans sa vie, c'est son état dépressif. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire que la définition médicale de l'état dépressif, elle tient surtout sur deux piliers. Et s'il n'y a pas l'un des deux, ou à plus forte raison s'il n'y a aucun des deux, il n'y a pas d'état dépressif. Les deux piliers sont la perte d'envie, même des choses qui faisaient plaisir avant à faire, d'un seul coup, il n'y a plus aucune envie, plus aucun désir. Et puis, la perte d'énergie. S'il n'y a pas ces deux piliers, il n'y a pas état dépressif. Et à l'issue d'une séance, eh bien, c'est ces deux choses qui vont être remises en marche. Tout le reste autour de l'état dépressif, ça ne va pas le remettre en marche. C'est-à-dire si la personne était angoissée, si la personne était en inhibition ou en agressivité, c'est surtout chez les jeunes, c'est comme ça que ça se manifeste souvent, ça c'est autre chose. Et il faudra le traiter à part. Et pas tout mélanger. Mais l'état dépressif en lui-même, tel que défini, ça, effectivement, après que la personne ait revécu ces types de sensations, le cœur, le ventre, l'asphyxie, c'est bon. Elle va retrouver et l'envie et l'énergie. Alors effectivement, je pourrais vous raconter pas mal d'autres choses qui viennent de cette période assez troublée de perte de jumeaux non viables. C'est-à-dire que dans mes séances, les gens n'arrêtaient pas de me raconter des trucs comme ça.
des jumeaux non viables, je veux bien qu'il y en ait quelques-uns. Puis en regardant un petit peu, et même en obstétrique, bon, bah, c'est clair qu'il peut y en avoir. Mais une telle quantité, je me disais, soit ils se sont tous donné rendez-vous chez moi, ou il y a quelque chose, en tout cas, c'est pas possible. Donc je me suis mis vraiment à aller sur toutes les revues scientifiques pour débusquer les moindres choses qui avaient pu être observées, qui avaient pu être expérimentées en la matière. Et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que finalement, on ne connaissait pas grand-chose sur le sujet et que les dernières études, en tout cas, donnaient des choses extrêmement variables, mais un variable qui allait quand même de 25% de toute naissance, où il y aurait eu pour la personne une gémellité, au moins un autre embryon, mais en allant jusqu'à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chercheurs qui soutiennent le fait que, à un moment ou à un autre, on a tous été en contact avec une gémellité. Alors une gémellité qui n'a pas abouti et qui peut-être au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, est partie. Mais en tout cas qu'elle était bien présente au début. Alors moi je ne veux pas prendre du tout part à ce débat-là, peu importe, même si c'est que 25% de toute façon, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup. Et les plus modérés aujourd'hui en sont là. Et c'est vraiment les plus modérés qui rejettent tous les cas qui ne sont pas parfaits, quoi. Toutes les observations qui ne sont pas parfaites, ils les rejettent. Bon. Donc, je me suis bien rendu compte que non, cette histoire de gémellité, il fallait non seulement la prendre très au sérieux, mais l'observer beaucoup plus, encore. Alors là aussi, j'ai repris tous mes enregistrements, waouh. Et surtout, j'y ai porté une attention plus particulière au fur et à mesure de l'étude. Mais quand même, je suis resté, moi, toujours extrêmement intéressé. J'ai continué à poursuivre mes recherches dans cette direction-là. Et notamment, une chose qui m'a de plus en plus intéressé, intrigué, c'est que, malgré tout, il y avait des personnes qui revivaient des choses qui n'étaient pas de l'ordre du prénatal. Oh, il n'y en avait pas beaucoup, hein. On va dire une personne sur 100. Ça ne fait pas beaucoup. Mais ça existait. Des personnes qui revivaient eh bien, une perte de connaissance quand elles étaient tombées d'une échelle. Et le fait de revivre cette perte de connaissance-là, hop, ça remettait les choses en marche. Exactement comme ça faisait avec le revécu d'un épisode prénatal. Ah, ça éloignait la thèse du prénatal comme source systématique. C'était d'une certaine façon un peu perturbant pour moi, mais intéressant, parce que ça m'obligeait à aller plus loin. J'ai une nouvelle fois repris tous mes enregistrements, parce que ce qui revenait dans ces cas-là, c'était la perte de connaissance. Alors j'ai repassé en revue tous mes enregistrements, et puis je me suis bien rendu compte que systématiquement dans ces enregistrements, les gens, à un moment ou à un autre, en général juste à la fin, avant d'être libérés, avant d'être tranquilles, eh bien, ils parlaient bel et bien de perte de connaissance. Et j'en suis arrivé finalement au fait que à chaque fois que l'on se connecte à nos sensations, parce qu'on est en trouble émotionnel, parce qu'on est en difficulté émotionnelle, je parle de ces troubles et difficultés émotionnelles qui reviennent, qui sont chroniques, avec lesquels on se retrouve systématiquement confronté.
au gré des situations qui reviennent. Eh bien, en fait, ce que l'on vit, que ce soit moi-même quand je le fais sur moi-même, ou que ce soit la personne à qui je viens en aide, ou la personne qui se débrouille toute seule pour le faire, c'est systématiquement une perte de conscience. Ce qu'elle revit, c'est toujours une perte de conscience. Ou on pourrait l'appeler, comme je l'ai appelé au début, perte de connaissance, on pourrait aussi l'appeler amnésie. Comment une perte de conscience peut être la source assez systématique, puisque c'est ce que revivent tout le temps les gens quand ils font des séances, et que ça marche tout le temps. Ça voudrait dire que c'est l'origine incontournable, systématique, de nos difficultés émotionnelles. Et ça se passe comment c'est possible? Et là, évidemment, c'est bien évident que je vais chercher partout au niveau de la science, au niveau des chercheurs, tout ce qu'ils peuvent avancer, tout ce qu'ils peuvent dire, faire, pour voir si tout ça cadre, si au contraire ils peuvent amener des explications, ou au contraire dire mais ça va pas, c'est pas comme ça que ça peut se passer, etc. Parce que l'un m'intéresse autant que l'autre. Il y a une personne qui s'appelle Rachel Yehuda, qui est américaine, une chercheuse, qui travaille essentiellement sur tous les stress post-traumatiques chroniques, comme on dit, c'est-à-dire les personnes qui, après avoir vécu un traumatisme, développent des réactions essentiellement émotionnelles, qui sont problématiques, qui entachent leur existence, je dirais. Elle travaille essentiellement à travers des prises de sang. On sait, pas seulement elle, mais pas mal d'autres chercheurs, ça maintenant c'est assez régulier, il y a les champions en la matière, c'est le Centre national de neurobiologie du Canada, qui sont assez avancés dans ce domaine-là, savent déterminer que après un stress post-traumatique, à travers une prise de sang spécialisée, eh bien, on va pouvoir déterminer si la personne va, dans les 3 mois maximum, réguler ce traumatisme et pouvoir continuer sa vie tout à fait normalement. Bien sûr, en ayant l'expérience de ce qui s'est passé, mais comme n'importe quelle expérience de vie, je dirais, celle-ci n'ayant été particulièrement pas agréable, mais point. Ou alors, si c'est pas régulé au bout de 3 mois, de savoir que ça y est, elle va développer un stress post-traumatique chronique, une réaction émotionnelle, ou plusieurs réactions émotionnelles indésirables, je dirais, pour le restant de sa vie. Et on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc elle s'est au moins diagnostiquer, elle a commencé par diagnostiquer ça. C'est-à-dire d'une façon sûre, dès que la personne s'est retrouvée à vivre un traumatisme fort, de savoir, dans les jours qui suivent avec une prise de sang, si elle va effectivement développer un stress post-traumatique ou non. Un stress post-traumatique chronique, ou non. Intéressant. En quoi ça intéresse Tipi? Eh bien, ce qu'elle a observé aussi, c'est que, et c'est là-dessus qu'est vraiment fondé le diagnostic, c'est qu'en fait, si la réponse à différents marqueurs, mais le marqueur essentiel étant le cortisol, dans ce cas de figure, si le taux de cortisol est élevé pour la personne qui vient de vivre un traumatisme, eh bien, celle-ci, dans les quelques jours, 1, 2, 3 semaines, 3 mois maximum, pas de problème. Elle va reprendre le cours normal de son existence, je dirais. Même elle aura intégré cette expérience. Mais ça ne l'empêchera pas
de poursuivre son existence normalement, sans désordre, je dirais. Et ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui donne ces chiffres, ça représente entre 75% et 85% des personnes. Et puis, il y a ces 15 à 25%, selon les cas de figure, selon les traumatismes aussi, eux, eh bien, leurs marqueurs en cortisol, au contraire d'être élevés, vont être étonnamment bas. Et cela, eh bien, on sait que d'une manière sûre, à 100%, ils vont développer des réactions émotionnelles chroniques par la suite. Là où ça a été plus loin, où cette personne-là, notamment, donc Rachel Yehuda, a été beaucoup plus loin, c'est de faire la relation avec le fait que les personnes qui avaient une réponse faible en cortisol, face à un stress, à une stimulation très très puissante, très forte, à une peur intense, c'est des personnes qui avaient déjà connu des pertes de conscience, des pertes de connaissance, des amnésies. Et elle a mis en regard, effectivement, le systématique de l'amnésie avec une réponse par la suite, dans un nouvel épisode, avec une réponse basse en cortisol. Ça veut dire que dans le prénatal, à chaque fois que l'on vit une perte de connaissance, et la matière est nombreuse, c'est-à-dire que c'est à peu près évident qu'on a tous vécu de nombreuses pertes de connaissance dans la période prénatale, c'est quasiment normal, c'est un passage obligé, ça ne peut quasiment que se passer comme ça, parce qu'il y a tellement d'occasions qu'on en a vécu, c'est sûr. Eh bien, ça veut dire que ces pertes de connaissances qui se sont passées à ce moment-là font que quand va nous arriver à vivre quelque chose de traumatique par la suite, notre réponse en cortisol va être basse. Pas seulement en cortisol, hein, mais je simplifie, parce que c'est la mesure essentielle, c'est le marqueur essentiel dans son étude, et dans l'étude de pas mal d'autres. Donc effectivement, en ce sens, on peut dire que pour qu'il y ait perturbation émotionnelle chronique, il faut qu'il y ait eu précédemment une perte de connaissance. À la limite, peu importe à quel moment de notre vie elle est intervenue. Ça peut être à 70 ans, ça peut être à 20 ans, ça peut être dans notre jeunesse. Sauf que le grand pourvoyeur de perte de connaissance dans notre vie, c'est la période prénatale et à la naissance. Voilà à peu près pour boucler la boucle de ce que j'ai compris avec un peu toutes les expériences que j'ai pu faire, qui sont, je ne peux même pas dire des expériences, c'est vraiment des observations que j'ai pu faire sur les différents cas, et corroborer avec ce que les scientifiques, j'en ai cité une, mais il y en a d'autres, ont pu observer. Ça s'est renforcé encore plus généralement en neurobiologie par différents chercheurs. Celui qui est peut-être le plus à retenir en la matière, c'est Bruce McEwen. Celui-là, il a bien mis en évidence ce qui se passe quand il y a un stress, une peur trop intense que l'on n'est pas en capacité d'assumer, et qui donne, je vous le dis, je vous le demande, je vous le donne en mille, une amnésie. Eh bien, toute cette zone, on se déconnecte. Toute cette zone dans le cerveau qui est concernée, tous ces neurones qui sont concernés par ce stress, cette peur, cette intensité-là, se déconnectent du reste du réseau.
et ne se reconnecte plus. C'est-à-dire qu'en nous, c'est quelque chose qui est complètement isolé du reste. C'est un peu tel qu'on pourrait imaginer d'une certaine manière la mer qui est mouvante tout le temps, puisqu'on commence à savoir, là aussi, de plus en plus de scientifiques nous le disent, maintenant ça paraît quasiment acquis, qu'on n'a pas une mémoire où tout s'inscrit et tout s'inscrit et tout s'inscrit, mais une mémoire qui se reconstruit tout le temps, qui se réinvente constamment. Eh bien, il semblerait qu'au milieu de cette mémoire qui se réinvente, qui se reconstruit tout le temps, qui soit très mouvante, ben, il y a ces îlots, là, comme ça, qui sont pas du tout dans le mouvement, qui, eux, restent fixes et qui sont déconnectés de tout le reste. Et lui, dans ses expériences, dit il y a une solution pour reconnecter ces îlots, c'est de provoquer une impulsion forte. Lui, en tant que scientifique, il pense à l'électricité. Ce qui, effectivement, ça fait plus d'un siècle maintenant qu'on a eu recours aux électrochocs pour essayer d'obtenir quelque chose sur des personnes pour qui ça ne se passait pas bien du tout. Et si les médecins ont continué, c'est parce que quelquefois, ça donne des résultats. Après, moi, je n'irai pas plus dans ce côté-là. Mais il me paraît à peu près évident, aujourd'hui, que loin de mettre de l'électricité, avec Tipeee, pourtant, avec ce processus que je vous ai décrit, pourtant, je pense qu'on fait exactement la même chose. De restimuler très précisément une zone qui va se remettre en marche, qui va se reconnecter. Et pour moi, effectivement, quand on se retrouve à se connecter avec les sensations que l'on peut ressentir quand on est en difficulté émotionnelle, et se laisser porter par ces sensations, les laisser évoluer, les laisser se transformer, puisque c'est ce qui se passe, toute cette espèce de visite sensorielle que l'on fait, qui est bien sûr pas particulièrement agréable, eh bien, c'est de cette façon extrêmement ciblée, c'est d'aller reconnecter ces zones-là. Et maintenant qu'on est capable de les assumer, alors d'autant plus si ça s'est passé dans le prénatal, il n'y a plus de raison qu'il n'y ait aucune peur, aucune immobilisation émotionnelle pour nous qui se passe. Eh bien, effectivement, il semblerait que cette reconnexion fasse que, de manière très simple, tout ça se remette en marche. Et si ça se remet en marche, eh bien, dans les secondes qui suivent, ça y est, je suis plus du tout dans cette difficulté, parce que c'est plus bloqué. Et je dirais que, pour moi, la grande qualité de ce que j'ai fini par appeler une capacité naturelle que nous avons à notre disposition, tous, indépendamment de notre culture, indépendamment de tout ce que l'on a pu vivre auparavant, eh bien cette capacité naturelle, loin de couper, loin d'anesthésier, de faire oublier, au contraire, elle reconnecte. Elle permet une reconnexion avec ce qui était déconnecté. Ça permet de réunir ce qui était dissocié. Et une fois que c'est réuni, eh bien ça prend son cours normal et puis les choses... et puis juste on peut continuer à vivre, tout simplement. À vivre normalement, mais en mieux. On va dire que chaque situation, finalement, se retrouve à nous renvoyer
à une perte de conscience bien spécifique, dans une occasion bien spécifique. Ce qui est vrai et faux en même temps, parce que ce n'est pas chaque situation. En fait, et vous pouvez aisément le remarquer dans ce qui peut se passer pour vous émotionnellement, c'est que quand j'ai une perturbation émotionnelle, effectivement, je ressens des sensations. Eh bien, bon, je vais reprendre un exemple que je prends habituellement, ça sera plus simple. Je vais faire une balade en montagne et je me retrouve passer près du vide. Et le vide, moi, je n'aime pas ça du tout. Ça me provoque... bon, j'ai le vertige. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme sensation? Ça se met à tourner et puis je suis complètement asphyxié. Et puis j'ai les jambes qui se dérobent complètement. Bon. Mais je ne sais pas faire Tipeee, hein, c'est juste que j'observe ça, quoi. Ok. Extrêmement étrange, bizarre. J'ai mon banquier qui m'appelle et qui me dit « Mais votre compte, il est terriblement en rouge, là, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, ça se met à tourner. J'arrive plus à respirer et j'ai les jambes qui se dérobent. Ça n'a pourtant rien à voir avec le vertige, encore que. mais bon, c'est deux situations qui sont complètement différentes. Mais c'est les mêmes sensations qui se manifestent. Par contre, j'ai ma fille qui m'appelle et puis qui me dit que ça ne va pas, voilà, elle me dit quelque chose qui me trouble, qui ne me met pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Oh ben là, au contraire, j'ai les jambes tétanisées, j'ai le dos qui me fait mal à hurler, j'ai la tête qui me serre. Ah, c'est plus du tout les mêmes sensations. Eh bien, quand je vais faire une séance, aussi bien sur l'histoire du banquier que sur le vertige dans ma balade en montagne, que je fasse l'un ou l'autre, ça va réguler les deux situations. C'est-à-dire que si je fais sur le vertige, quand la prochaine fois le banquier il peut m'appeler, impec. Par contre, ça ne réglera absolument pas du tout la problématique de l'appel de ma fille. Il faudra que je fasse là une autre séance, une autre introspection sensorielle. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que quand on fait faire un Tipeee, on passe par le sensoriel. On demande aux gens de ne plus mentaliser et on leur demande, on passe de l'émotion même aux sensations. Ça, j'ai découvert la différence entre l'émotion qui a une couleur psychologique et la sensation qui est corporelle. Je ne vois pas cette explication causale du prénatal qui intervient brusquement au bout de la sensation me gêne. Parce que là, justement, on est en train de rechercher une cause. Donc, personnellement, quand je fais des Tipeee, moi, je n'ai pas du tout ces expériences-là. Hein. On ne repasse pas par le revécu, machin truc. Enfin, par le revécu, bien sûr, sensoriel, mais on ne passe pas par le prénatal. Et les gens se sentent très bien. Les Tipeee sont réussis. Chaque fois que j'ai pu avoir des retours, ils sont réussis. Donc pourquoi absolument s'accrocher à cette espèce de truc causal du prénatal? Moi j'ai l'impression qu'il y a, excusez-moi, hein, bon. Mais je pense qu'il y a une espèce de complexe psychanalytique par rapport à ce prénatal. Ah, alors, vraiment. Parce que là, je ne vois pas pourquoi on s'embarrasse de ça, quoi. Non, personnellement, je m'embarrasse pas de ça. Ça m'a même embarrassé parce qu'au départ, alors moi, j'étais à 10 milieux de ça et je dirais presque qu'au départ, même ça ne m'intéressait pas, tout cet aspect-là. Il s'est imposé à pur et simple. Alors tu dis, quand je fais une séance, moi, j'observe pas du tout ça. Mais heureusement, ça veut dire que tes séances, elles se font vite et que la personne te donne 2-3 sensations, évolution, et puis ça y est, c'est terminé. Bien sûr, et aujourd'hui les miennes aussi, sauf quand je fais des séances expérimentales où je pose plein de questions aux gens, et notamment des questions visuelles, des questions. Alors ça dure
Alors là, ça dure 20 minutes, ça dure une demi-heure. On sort de la sensation, là, on commence à de nouveau gamberger. Bien sûr. Mais au début, c'est bien vers ça que j'ai été, ne sachant pas. Parce que j'ai mis en place un protocole quand j'ai voulu faire du différé, c'est-à-dire permettre aux personnes de se remobiliser. C'est comme ça que je l'ai approché. Et ça a été une chance parce que ça m'a donné plein d'informations, effectivement. En tout cas, c'est des choses qui se sont imposées à moi. Je suis vraiment parti de l'observation, de tous ces enregistrements que j'ai et qui ne parlent que de ça. Alors, je dirais presque, peu importe si, du coup, en leur demandant un petit peu plus, ils m'ont sorti ça, ce qui est troublant de toute façon. Mais ce qui est extrêmement troublant, c'est qu'il m'ait restitué toujours les mêmes choses selon les pathologies. Moi, je n'ai pas été les chercher, j'ai juste compilé toutes les différentes matières que j'ai recueillies, et c'est tout. Donc, personnellement, mais au début, ça ne m'arrangeait pas du tout, ça. Mais ces observations, il m'a semblé important de les compiler. Je ne savais pas qu'effectivement, ça allait prendre toute cette tournure-là. Quand je dis toute cette tournure, c'est, excusez-moi, c'est par exemple, eh bien, en Allemagne, ils sont très avancés sur la psychologie prénatale. Ils ont un module en psychologie, en fac de psychologie, sur la psychologie prénatale. C'est la première chose qu'ils font. Parce que il y a une personne qui s'appelle Ludwig Janus, qui a compilé tout ce qui existait, avec tous les travaux qui ont pu exister de Stanislas Grof et bien d'autres, sur le prénatal. Et il a essayé de voir quelle interférence ça pouvait avoir. Et il en a établi, effectivement, tout un savoir, toute une connaissance qui sert énormément en Allemagne. C'est très présent en Allemagne. C'était, il y a 6 mois, tous ces universitaires, chercheurs, m'ont demandé de les rencontrer, m'ont demandé sur une journée de pouvoir me rencontrer. Donc j'y étais évidemment bien volontiers. Et là, j'étais absolument sidéré parce que pour moi, effectivement, jusqu'à ce moment-là, j'avais absolument pas du tout conscience de l'importance de ce travail-là. Il existait, je l'ai mis à disposition parce que c'est juste de l'ordre d'observation. Si ça peut être utile à des personnes, voilà, c'est fait. Et eux me disent, mais après m'avoir écouté pendant une paire d'heures, ils me disent, mais il faut que vous arrêtiez. Il faut que vous arrêtiez de minimiser complètement ce travail-là. Et presque de le cacher comme s'il pouvait être gênant. Non seulement il ne faut pas le cacher, mais il faut absolument que vous le fassiez connaître. Parce que je vous signale que vous n'en avez pas conscience, mais que toutes les recherches qui se font actuellement sur tout ce qui concerne le prénatal, mais tous les gens, ils ont votre livre. Tous les chercheurs aujourd'hui, ils ont votre livre. C'est l'étude incontournable sur le prénatal, telle qu'elle a été réalisée, et avec les résultats que vous mentionnez, elle est juste incontournable. Et ce sont des universitaires qui étaient là à m'écouter. Moi, j'étais très impressionné parce qu'avec tout leur savoir, j'étais dans mes petits souliers. Et eux, me disant ça, j'ai pris conscience, je crois, ce jour-là, donc il n'y a vraiment pas longtemps, que cet énorme travail que j'ai fait de compilation, où j'ai juste pris les observations de ce qui a existé. Mais c'est une somme de travail remarquable. Et je ne sais pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais effectivement, il y a une matière pour comprendre, pour s'avancer plus loin,
Et je pense qu'on en est aujourd'hui pas du tout à la fin de la compréhension, mais au tout début. Et j'ai bien conscience que tout ça, mais il faut qu'il y ait plein de chercheurs, qu'il y ait plein de personnes qui prennent ce travail, qui l'amènent plus loin. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est temps de ne plus résoudre Tipeee juste à l'acte thérapeutique. Ou même, un peu mieux que ça, de résoudre Tipeee à une capacité naturelle, parce qu'aujourd'hui on en est vraiment là. C'est-à-dire que, en tout cas en situation, n'importe qui peut apprendre à le faire juste de manière toute simple, en quelques minutes. On fait des formations publiques pour ça qui sont formidables et qui apprennent aux gens à le faire. Et on a des retours tout aussi formidables par rapport à ça. Donc il y a une autonomie qui peut se mettre et qui montre bien, et on va aller vers d'autres exemples tout à l'heure, qui montrent bien comment cette possibilité que l'on a à notre disposition est vraiment une capacité naturelle. Mais c'est autre chose. Ça amène une autre vision et ça amène vraiment une autre façon de voir notre fonctionnement émotionnel. Radicalement différente de ce qu'on en a pensé jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, je le pensais, moi, et j'en disais rien. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps au contraire, de le dire énormément. Parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je commence à parler de ça, eh bien, il y a vraiment une possibilité pour chacun de se dire « Ah oui, on ne fonctionne pas comme on pensait fonctionner. On fonctionne différemment, et ce différemment-là, il ouvre des portes extrêmement importantes. » En Espagne, c'est le volet qu'ils ont pris. En Espagne, je suis surtout connu pour mon travail. Tipeee n'était pas du tout connu. Il l'est devenu à une vitesse ahurissante, juste parce que, justement, les gens se sont intéressés, à travers les médias essentiellement, à cette nouvelle façon de voir notre émotionnel, notre fonctionnement émotionnel. De plus se dire, bon, il y a un traumatisme qui est vécu, la guerre, un épisode, etc. Il y a un traumatisme qui est vécu et tout part de là. Et ainsi de suite. Non, ça va être juste un déclencheur. Pour que ça parte, il faut qu'il y ait eu quelque chose qui soit passé avant. Et ça ne sert à rien d'aller tourner autour de ce traumatisme-là. Pas à rien, j'exagère. Mais en tout cas, ça ne va pas résoudre. On va pouvoir faire en sorte que ça s'allège, que ça soit mieux accepté, etc. Mais tant qu'on reste sur ce traumatisme déclencheur, on ne va pas du tout vers le bon endroit. Le bon endroit, c'est ce que cet événement déclencheur, ce traumatisme déclencheur, a mis en résonance comme perte de conscience, comme épisode que l'on a pu vivre auparavant. Ça, pour une révolution, dans la façon de voir nos émotions, c'est une sacrée révolution. C'est même... Et ça, c'est les Allemands qui m'ont bien mis les choses en évidence, mais c'est même l'une des dernières vraies révélations d'importance qu'on a sur le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce soir, 7 ans, 8 ans après, eh bien, je pense que c'est bien de passer maintenant à dire ça, à le faire vivre, à le transmettre et à le médiatiser parce que je pense que ça, c'est une introduction beaucoup plus sûre pour les personnes pour aller vers eux-mêmes. À partir du moment où, effectivement, on se dira plus j'ai un truc là et je ne sais pas comment m'en défaire et tiens, il y a une possibilité là, mais c'est bizarre ce truc, comment les sensations, etc. Les gens, effectivement, en France, en
en Suisse, en Belgique, qui sont développés à travers les thérapeutes, les gens ont une résistance à aller vers ça. C'est trop bizarre comme truc. Par contre, effectivement, de partir eh bien, de cette façon nouvelle de voir notre fonctionnement émotionnel, ça les enthousiasme. C'est-à-dire de savoir, c'est pas mon traumatisme, celui sur lequel je pensais que tout avait démarré et qui m'a planté la vie, c'est pas ça qui importe. Ça, c'est juste la résonance, ça a mis en résonance, ça a réveillé quelque chose qui existait bien avant. Et un quelque chose qui existait bien avant, qui est juste de l'ordre du biologique, qui n'est pas si je me suis emmêlé dans le cordon, c'est con, mais si j'ai eu un jumeau non viable, j'y suis pour rien. Je l'ai vécu et voilà, il s'est passé des choses et c'est tout. Mais il n'y a rien de psychologique là-dedans. De rien, je suis... et la maman encore moins. C'est juste oui, que la nature, elle fait qu'on se prend des écueils, et des écueils biologiques, et dans tout le codage qui peut se faire dans les tout premiers jours, et qui se développe à vitesse hallucinante tout au long de la grossesse, mais surtout dans les premiers jours, dans les premières semaines, il y a des loupés. Et ces loupés, eh bien, sensoriellement, on en a les traces. Sensoriellement, ces loupés, eh bien, ils nous conduisent à vivre des choses, et notamment des pertes de conscience. Est-ce que tout est résolument perte de conscience? Je ne sais pas. Je ne sais pas le dire avec exactitude, je ne sais pas le mesurer, je n'ai pas d'instrument de mesure pour ça. Je dis simplement que vraiment, tous les cas que j'ai enregistrés, que j'ai passés, que j'ai réécoutés, ils parlent tous de ça. On a tous des épisodes biologiques prénataux qui vont potentiellement être source d'angoisse ou enfin, voilà, de tout ce dont vous avez parlé mieux que moi. Mais en revanche, je me questionnais sur une chose, c'est-à-dire un enfant qui a ses traumatismes initiaux, mais qui va avoir une vie un peu tranquille, si je puis dire, par la suite, va avoir moins, d'après moi, j'appelle ça des élastiques, mais je veux dire, est-ce que le traumatisme, pour moi le traumatisme il peut être prénatal comme vous le dites, initial, ce que je comprends très bien, il peut même être d'avant, est-ce qu'il peut être d'après? J'entends un enfant qui a été par exemple battu très fort au point de perdre connaissance, au sens strict, ou l'inceste, qui est une perte de connaissance ou un clivage dont vous avez parlé. Une amnésie. Ou d'amnésie. C'est-à-dire, est-ce que le traumatisme initial est forcément prénatal ou il peut se situer à différents endroits, si je puis dire? Je vous l'ai dit, il n'est pas forcément prénatal. C'est là où il se passe le plus, mais il peut se passer après la naissance. Et il peut se passer tout au long de notre vie. J'ai pris l'exemple d'une personne de 70 ans qui monte sur une échelle, qui se casse la figure et qui s'évanouit, et qui perd connaissance, effectivement, et qui, après ça, potentiellement, va développer, effectivement, des désordres post-traumatiques chroniques. Donc, à plus forte raison dans la petite période, bien sûr que ça peut arriver. Personnellement, j'ai revécu quelque chose de très net. En faisant une séance, après la séance, je me suis dit, mais ça, c'était pas du tout, ça n'avait rien à voir avec des sensations de vécu en prénatal. C'était pas ça pour moi. Là, j'étais petit, certes, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Alors j'ai enquêté, j'ai demandé autour de moi. Je suis resté 3 jours dans le coma pour un problème aux oreilles. Où tout le monde pensait que j'allais mourir, quoi. Et c'est clairement ça que j'avais revécu. Mais on ne m'a jamais parlé de cette histoire-là. Jamais. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est pour ça que je dis le prénatal, c'est intéressant de comprendre ça, mais ce qui est vraiment le point décisif, c'est la perte de connaissance. Et bien sûr que, pour continuer sur votre question, bien sûr que
tout ce que je vais vivre après va conditionner d'abord cette mise en résonance. Si par exemple, j'ai vécu quelque chose qui me prédestine à avoir la peur de l'avion ou la peur de quand je monte sur les manèges, quand il y a des trous d'air, des choses comme ça. Si j'ai vécu un épisode comme ça en prénatal qui me prédestine à ça, si je prends jamais l'avion et que je monte jamais sur les manèges, mais ça va. Tout se passe bien. Pas de problème. Par contre, le premier jour où je vais me retrouver à monter sur un manège, ça se met en marche et là, ça ne va plus me lâcher. Parce que c'est ça, quand ça se déclenche, après, ça y est, c'est parti. Et puis, c'est évident que si je suis dans un environnement qui est beaucoup plus sympa que si c'était un autre environnement, bah, ça sera plus confortable à vivre, ce genre de choses. Mais on sait très bien qu'il y a des enfants, et puis qui deviennent des adultes, qui ont été élevés dans un environnement formidable, et pourtant qui sont mal en point. Et on se demande tous, mais pourquoi? Pourquoi? Bah oui, pourquoi? C'est parce qu'ils y sont pour rien. Et les parents non plus. Même en ayant été des parents formidables, eh bien, ils sont travaillés par ce truc-là. Et tant qu'il n'a pas été remettre en circulation ce qui est bloqué en lui à l'intérieur, eh bien, il va être complètement embêté. Malgré un environnement qui est formidable. Oui. Moi, je sens quelque chose d'anachronique parce que je peux imaginer que la perte de connaissance est justement une protection corporelle contre l'excès. Ça, c'est sûr. Tout à fait. L'excès de douleur. Absolument. On sait très bien que quelqu'un qui est torturé, à un moment, va s'évanouir ou une douleur trop vive. Donc, au lieu de créer un traumatisme, je pensais au contraire que la perte de connaissance protégeait l'individu contre le traumatisme. Alors, c'est là où je comprends plus bien. Parce que je pensais que le traumatisme venait d'un excès de conscience, au contraire, où ça devient insupportable et pourtant ça s'engramme dans le corps. Et que la perte de connaissance a une protection qui protégeait contre le traumatisme. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ça, j'aurais dû être un petit peu plus explicite là-dessus. À savoir que, bien, la première fois, quand le fœtus ou quand un enfant ou quand ma personne sur l'échelle, etc., tombe, cette première fois, effectivement, le stress ou la douleur, c'est trop pour lui. Et effectivement, la réaction la plus simple, la plus normale, c'est de décrocher. C'est l'amnésie. C'est ce qui nous permet d'assumer ce moment-là qu'on ne sait pas assumer autrement. Et d'ailleurs, ce moment-là produit une poussée en cortisol, et c'est même, on pourrait dire, tel que ça a été vraiment très finement étudié, cette poussée de cortisol et d'autres choses, hein, je réduis au cortisol parce que ça simplifie, mais cet excès de cortisol, si le stress nous permet de tenir le coup, je dirais, pour pas effectivement perdre conscience, pour pas passer en amnésie, mais à un moment donné, ça devient un poison. Trop, c'est trop. Trop de cortisol, eh bien, le corps, pour se défendre, pouf, il coupe, c'est l'amnésie. Voilà, le processus vraiment qui se produit, c'est celui-là, donc absolument. Ça, c'est la première fois. Donc, ce qui peut se passer dans un épisode prénatal, ce qui se passe la première fois, c'est ça. Ce qui va se passer la deuxième fois, eh bien, il n'y a plus de production de cortisol, ou très peu. Et là, ça passe tout à travers. Et c'est là où les ennuis commencent, réellement. Tant qu'il y a eu une protection, ça nous a évité la première fois. Ça nous a protégé la première fois. Mais c'est au détriment des autres fois. Bon, certes, cette première fois, il fallait assumer, et on a assumé comme ça. Sauf qu'après, eh bien, on n'est plus protégé. Une fois que ça s'est passé comme ça, on a perdu on pourrait presque dire qu'on n'a plus une seconde protection. Parce que ce qui, à travers le cortisol et autres,
nous protège, nous permet d'avoir une protection, eh bien, tout se passe comme si ça ne se mettait plus en marche. Et qu'on devient complètement vulnérable à ça. Voilà. C'est ça ce qui se passe, en fait, tel que défini par les chercheurs. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez retrouver. Tout ce que je vous dis, de toute façon, vous pouvez le retrouver dans le dernier livre que j'ai écrit, qui date d'1 an maintenant, ou peut-être un petit peu plus, je sais pas, 2 ans peut-être, qui s'appelle « Revivre sensoriellement ». Vous aurez toutes les références sur tout ça, hein, au niveau des références scientifiques.